Bon, alors c'est une contribution au sujet de la propagande de guerre par rapport au dossier d'Acrimed et effectivement au journalisme de caserne. J'en profite pour remercier René pour l'accueil, nous accueillir dans ces beaux locaux à Limoges. C'est normal. Oui, mais ça doit être signalé quand même, parce que c'est appréciable. Ben, Et merci à la Libre Pensée pour l'invitation. Donc le sujet, c'est face à la militarisation des esprits et à la propagande de guerre, construire la riposte. Puisqu'on va aller au-delà des constats et au-delà de la situation pour proposer, contester et proposer des modalités d'action. La montée d'une atmosphère de guerre dans le paysage médiatique français est corrélée par la banalisation du lexique militaire et des appels au réarmement. Les médias jouent un rôle central dans l'accoutumance de l'opinion à l'idée de conflits armés. Des figures médiatiques comme Luc Ferry assurent désormais que l'idée d'une guerre pourrait redonner du sens à une société en crise. La fin de l'illusion de la fin de l'histoire a conduit les rédactions à recentrer leur discours sur la guerre, notamment depuis février 2022 avec la poursuite du conflit militaire en Ukraine. Les chaînes d'information privilégient les analyses de généraux en retraite, marginalisant les approches critiques ou pacifistes. Cette omniprésence militaire contribue à une homogénéisation du débat public et une fascination pour la violence et l'ordre. La guerre est aussi valorisée à travers les unes, les reportages au sein des unités militaires et la promotion de l'armement. Pas plus tard qu'hier, sur France 3, Limousin-Poitou-Charentes, il y avait la promotion du service national au régiment de Poitiers, avec une jeune qui disait on a manié des armes, c'est cool. Donc, le réarmement est présenté comme une nécessité économique et morale au détriment des dépenses sociales. Un nationalisme assumé s'installe sous couvert de réarmement moral. Enfin, le pluralisme des opinions est affaibli, laissant peu de place au discours opposé à la logique guerrière. Donc, ce tableau médiatique s'explique par l'omniprésence des industriels de l'armement, Airbus, Dassault, Thales, Safran, Naval Group, MBDA, KNDS, Arcus et Ariane Group. Je pense qu'à Limoges, c'est Arcus qui est présent. Donc leur omniprésence dans le système économique, avec la deuxième place pour la France dans les exportations d'armes au niveau mondial. Ainsi que l'étroitesse des relations entre ces industriels, les politiques qui contrôlent les ventes d'armes, financent les recherches, et l'armée qui met en œuvre et sert de démonstrateur à l'excellence française. Pour continuer sur cette pente dangereuse, en faisant fi des engagements internationaux signés, notamment le traité sur le commerce des armes, ou lorsqu'il y a des sanctions, sur le respect des sanctions, des embargos sur les ventes d'armes. Le gouvernement doit légitimer et soutenir la militarisation des esprits. Pour cela, rien de plus simple que de créer un adversaire potentiel qui nous attaquerait d'ici 2 ou 3 ans. La Russie, voire la Chine, joue ce rôle d'épouvantail pour justifier la France en armes et au pas de loi. D'ailleurs, selon la revue nationale stratégique de 2025, feuille de route du gouvernement, la France doit se préparer à l'hypothèse d'un engagement majeur de haute intensité dans le voisinage de l'Europe à l'horizon 2027-2030. Parallèle à une hausse massive des attaques hybrides sur son territoire. Bon, c'est bon, il nous reste... Ah non. C'est quoi les attaques hybrides? Les attaques hybrides, tu sais, c'est les piratages... informatiques. Piratage informatique, ouais. Le bourrage médiatique accompagne les efforts engagés par ailleurs par l'armée et le gouvernement dans la société. Cela passe notamment par la présence accrue des militaires dans les établissements scolaires. Le chef d'état-major des armées, devant le Congrès des maires de France, déclarait qu'il fallait que le pays restaure sa force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est, et soit prêt à accepter de perdre ses enfants.
Ces propos ont été légitimés par Catherine Vautrin, ministre des Armées. L'éducation nationale est ainsi mise à contribution, notamment avec le livret « Acculturer les jeunes à la défense », guide adressé par le ministère de l'Éducation nationale à l'ensemble de la communauté éducative, aux armées et à leurs partenaires engagés dans le développement du lien armée-jeunesse, avec les classes défense qui deviennent les antichambres du recrutement de la jeunesse pour les armées. Une classe défense, c'est un projet pédagogique et éducatif interdisciplinaire et pluriannuel en lien avec la défense et la sécurité mené à l'initiative d'un établissement scolaire en partenariat avec une unité militaire marraine. Il consiste en des temps de rencontre et d'échange entre les élèves et les militaires répartis tout au long de l'année. Une classe de défense et sécurité globale reprend ce principe avec des partenaires relevant d'autres ministères, police, pompiers, sécurité civile. Et maintenant, le retour du service militaire où les jeunes seront invités lors de la journée de défense et de citoyenneté, rebaptisée journée de mobilisation, à remplir un questionnaire dans lequel on va leur demander s'ils sont intéressés par un service militaire volontaire. Les sélectionnés seront avisés en mai, comme l'a expliqué la ministre Vautrin, afin que le calendrier corresponde à celui de Parcoursup. Les associations, syndicats, forces politiques se sont engagées depuis 2017 contre le service national universel, grand projet de Macron. Nos actions ont permis au fil des années de mobiliser une partie de la jeunesse contre ce dispositif en révélant ses dérives, ses finalités, son coût et l'amateurisme de ses responsables. Les arguments développés ont été portés au niveau national par le collectif national contre le SNU et au niveau local par la multiplication de comités engagés dans la dénonciation du fantasme d'un retour au service national, pour montrer que le souhait était et est toujours d'avoir une jeunesse au pas, servile et futur chair à canon. L'austérité budgétaire a eu raison du SNU. Néanmoins, face à la recrudescence de l'offensive de l'armée, notre collectif national s'est converti en collectif contre la militarisation de la jeunesse afin d'élargir l'action au-delà du seul SNU et contester par exemple les classes défense ou encore les démonstrations de l'armée dans les établissements scolaires ou les cours de géopolitique professés par des militaires. Le succès de cette campagne, qui est engagée aujourd'hui, va reposer sur la synergie avec les organisations syndicales enseignantes, étudiantes et lycéennes, ainsi que les parents d'élèves. En particulier, les organisations présentes dans les lycées professionnels devront être étroitement associées, puisque ce sont les jeunes présents dans ces établissements qui sont visés par le recrutement de l'armée pour servir de chair à canon. Il faudra également élargir les cercles de conscientisation au-delà vers le grand public pour convaincre de l'inanité d'un service national. La population a besoin de services publics de qualité, dans les transports, l'éducation nationale, les hôpitaux, l'aide à domicile. Il faut démontrer le coût de ces dispositifs au regard de la saignée dans les services publics utiles à la population. Il n'y a pas de fatalité. Le mouvement de la paix, association agréée d'éducation populaire, peut intervenir dans les établissements scolaires. Ainsi, à l'occasion du 21 septembre, les célébrations de la Journée internationale de la paix permettent d'aller dans les écoles, les collèges et les centres aérés pour mettre en œuvre en valeur les valeurs de la paix auprès des enfants et des jeunes. Il est important de répéter qu'il n'y a pas de fatalité à la guerre et au conflit, et ce, dès le plus jeune âge. Malgré la force médiatique de l'armée dans les médias, il est crucial de s'impliquer dans la vie de la cité pour contester, mais aussi pour proposer. Contester le poids de l'armée et ses interventions dans la cité fait partie de l'action des pacifistes. Ainsi, à l'occasion d'un forum des métiers de l'armée et de la sécurité dans une galerie commerciale à Brive, il ne faut pas perdre l'occasion pour produire un communiqué et le diffuser. Cette parole est importante, surtout pour les sympathisants des idées pacifistes, que la démonstrativité militaire gêne. Il en est de même pour tout ce qui concerne les exercices militaires terrestres ou aériens. Ainsi, que ce soit en 2025 ou 2026, le mouvement pacifiste doit mettre l'accent sur le coût de ces exercices
leur nocivité pour la population et la création d'un climat de guerre. Pas de viva et d'applaudissements pour nos piou-piou. Il faut effectivement remettre en permanence dans le débat public les dégâts pour l'environnement de l'armée en manœuvre ou en exercice. Les gaz à effet de serre dépensés par l'armée n'entrent jamais dans les évaluations de leur activité, pas plus que la pollution causée par les munitions, en particulier pour les sols. Ne s'appelle pas de grande muette n'importe quelle administration. Les pratiques politiques de certains secteurs de l'armée sont également à révéler. La présence en 2024 de soldats ukrainiens à la courtine, soldats ouvertement proches de la mouvance nazie, notamment avec des tatouages, fait partie des éléments que le mouvement pacifiste doit critiquer pour interroger la gouvernance des institutions militaires bien silencieuses. Au-delà des critiques légitimes sur l'utilité et l'action de l'armée dans la société, le mouvement pacifiste doit être en mesure de proposer un autre modèle de développement. Il s'agit en particulier de l'action relative à la culture de paix. La culture de paix, concept créé par l'UNESCO, reconnu par les Nations Unies, invite à refuser la violence et à régir les différends par le règlement pacifique des conflits. Cette philosophie est antinomique de la militarisation de la société, avec la justification des armes et la mise en avant d'une culture virile et masculiniste. La culture de paix repose sur la réflexion collective et le partage. Partage des richesses, partage des cultures. La culture de paix obéit à la mise en œuvre de principes de liberté, par exemple le pluralisme, la liberté d'expression, d'égalité et la mise en œuvre de services publics répondant aux besoins de la population, plutôt que la concurrence ou la prédation des richesses. S'inscrire dans la culture de paix, c'est refuser la culture de guerre, l'impérialisme et la domination. Pour ce faire, nos associations proposent des échanges, des activités culturelles pour permettre à chacun d'élever sa réflexion et son libre arbitre, plutôt que de subir un discours militariste basé sur la peur de l'autre et la recherche de la supériorité armée. Il nous faut donc multiplier la présence dans la population pour échanger, informer et proposer des activités culturelles et artistiques. En structurant le collectif, le peuple est à même de refuser les discours médiatiques simplistes. Pas de fatalité au bourrage de crâne. Cette présence doit se construire avec les autres forces progressistes pour ne pas rester dans son précaré. Le mouvement pacifiste doit occuper le terrain médiatique et avoir pour finalité de porter sa cause comme tout lobby. En Corrèze, nous avons tâché d'être présents dans le débat des élections municipales avec 13 propositions qui ont été transmises aux candidats. Et voilà, il ne faut pas avoir honte du mot lobby, dans le sens où en face de nous, on a un lobby militariste qui est partout, qui dépense des sommes faramineuses. Donc nous, il faut qu'on arrive à être présents dans la cité et pas juste essayer d'avoir raison entre nous et se faire plaisir en ayant raison. Alors, quant aux industries de l'armement, il ne faut pas attaquer frontalement les travailleurs, mais plutôt rappeler la nocivité de leur production. L'industrie de la mort. Sur ces secteurs, un travail doit être mené avec les syndicats pour proposer des pistes de reconversion. Aujourd'hui, l'industrie de la défense prend une proportion de plus en plus importante, en bénéficiant de l'augmentation des crédits militaires, puisqu'on parle de 100 milliards d'ici quelques années, contre les 60 milliards en 2026. Donc Renault va produire des drones à destination de l'armée. Un pays ne peut pas être prospère en ayant comme seule ambition que de s'armer sous le prétexte de l'indépendance nationale ou de la défense nationale. Les armes produites n'ont pas de patrie et ceux qui reçoivent les projectiles n'ont qu'un seul destin, la mort. Par exemple, sur les Rafales, un des premiers usages militaires de Rafale dans un conflit entre l'Inde et le Pakistan, l'année dernière, il y a eu 60 morts civils. Donc ça pose la question vraiment de cette utilisation des armes. Les canons César qui avaient été vendus par la France à l'Arabie Saoudite, qui avaient été utilisés contre des civils, donc il faut poser la question. Le but, c'est ce que disait Jean-Paul, c'est pas de blâmer les ouvriers. Le but, c'est de dire, bon, à un moment, il y a des traités, on va les appliquer, on va arrêter de vendre des armes à des pays en guerre,
Et pour aller plus loin, c'est vrai que l'idéal, ça serait de ne pas produire d'armes. Parce que de toute façon, les armes qui vont être produites, un jour, elles vont se retrouver, Dieu sait où. Ah, si Dieu le sait, c'est déjà une bonne chose. Ouais, mais il n'a pas le droit de le dire. Un pays, voilà. L'utilisation des armes se fait toujours au détriment de civils. Il n'y a pas de guerre propre. Il est donc plus que temps de sortir de cette surenchère et de poser la question du danger représenté par cette production. Les pacifistes ont donc du pain sur la planche et doivent se retrousser les manches pour contrecarrer les discours militaristes. Non à la culture de guerre, oui à la culture de paix. Et rendez-vous le 27 juin pour le Salon du Livre Pacifiste à Brive. Voilà. Tout est. Voilà.